Bonjour à tous. Alors, je vais nous mettre en évidence avec Pascal. Merci à tous d'être à l'heure pour ce nouvel épisode de Virage. Donc, Virage, c'est le podcast d'Hello Master qui est consacré aux grands tournants professionnels, personnels, mais aussi sociétaux, pour ceux qui redessinent un monde du travail et du leadership à l'aune de l'expérience. Aujourd'hui, on va poser une question qui est brûlante. Est-ce qu'on peut demander à l'entreprise d'être vertueuse, engagée, durable dans un monde en crise? Alors, la pression économique, elle est forte, on le sait. Les tensions géopolitiques, les incertitudes énergétiques, les arbitrages budgétaires, ça met tous les dirigeants à rude épreuve. Et pourtant, on n'a jamais eu autant d'attentes vis-à-vis des entreprises sur le climat, l'égalité, l'inclusion, la démocratie, la santé mentale, etc. Alors, jusqu'où on peut tout demander à l'entreprise? Est-ce qu'il faut choisir entre performance et transformation durable? Alors, pour en parler, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Pascal Desmurger. Pascal Desmurger, pardon, bonjour. Donc, tu es Bonjour Laurel. directeur général de la Maïf, coprésident du mouvement Impact France, co-auteur du livre Tout demander à l'entreprise, un essai à plusieurs voix qui interroge sur la mission de l'entreprise à l'ère des crises, et également auteur de L'entreprise du 21e siècle, sera politique ou ne sera plus, qui a été publié en 2019. Alors avec toi aujourd'hui, on va parler d'engagement, évidemment, de limites, de courage, de complexité. C'est un épisode qui va donner des clés à tous ceux et à toutes celles, dirigeants, managers, experts, qui ne veulent plus choisir entre éthique et efficacité. Donc commençons dès maintenant. Pascal, ce livre s'intitule Tout demander à l'entreprise avec un point d'interrogation. Pourquoi cette question maintenant et pourquoi l'avoir posée à plusieurs voix? Bonjour Blandine, d'abord bonjour à toutes et à tous, ravi, merci de ton invitation. Euh, alors, pourquoi cette question? Tu l'as dit, hein, je m'étais déjà un petit peu posé cette question en 2019 avec ce livre, hein, L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Alors, d'une certaine manière, il y avait une réponse dans le titre, hein, l'obligation sera faite à l'entreprise de s'engager. Euh, Pourquoi ce livre, ce questionnement est maintenant? Euh, bah, on voit, il y a quand même une chute assez généralisée et assez vertigineuse de la confiance d'une manière générale dans la société, hein, avec à la fois un monde en crise sans fin depuis 40 ans, un effondrement des grands repères idéologiques ou spirituels d'ailleurs, hein, et qui forcément laisse la place à énormément d'interrogations. Et puis, en parallèle, un exercice du pouvoir et notamment du pouvoir politique euh, qui est quand même extrêmement centralisé, parfois un peu en surplomb, un peu hautain, où il n'y a pas beaucoup de considération, d'attention. Et tout ça ruine assez largement la confiance. Euh, et dans ce contexte-là, c'est vrai qu'il y a un renouveau assez fort en réalité, hein, de la confiance à l'égard des entreprises parce que voilà, c'est l'endroit que l'on connaît, que l'on côtoie par hypothèse quotidiennement. C'est une espèce de sanctuaire, à la fois d'ailleurs au plan opérationnel. On délivre des résultats là où l'État est soupçonné, à tort ou à raison, mais de ne pas délivrer de résultats. C'est un sanctuaire, j'allais presque dire émotionnel. On est entre collègues, avec des gens que l'on connaît, que l'on côtoie quotidiennement. C'est évidemment hyper structurant dans la vie des gens, hein. Il y avait un sondage récent d'Elab, je crois, qui montrait que 75% des personnes interrogées affirment que l'entreprise est peut-être l'élément le plus structurant de leur vie, ou en tout cas un élément extrêmement structurant dans leur vie. Donc voilà, aujourd'hui, de plus en plus, et y compris les grands groupes, ce qui n'était pas le cas avant, devient une forme de sanctuaire. Et du coup, c'est vrai que on attend
de plus en plus de ce fait-là de l'entreprise qui paraît être le levier le plus efficace de transformation du monde finalement. C'est clair, mais y a-t-il pas une forme de saturation des demandes? Parce qu'on exige beaucoup de choses des entreprises aujourd'hui. Ou alors, est-ce que c'est, comme tu le disais, finalement, un incontournable de notre quotidien et une évolution logique de leur rôle aujourd'hui? Alors, déjà, on peut se dire quand même que l'entreprise a une part de responsabilité le dérèglement climatique, dans les sujets écologiques d'une manière générale, une part de responsabilité évidemment sur un certain nombre d'évolutions sociales, hein. Il y a eu quand même pendant les décennies écoulées quand même pas mal de mouvements de délocalisation, etc. Donc l'entreprise a une part de responsabilité. Et aujourd'hui, contrairement à ce que l'on considérait notamment pendant les Trente Glorieuses, où finalement les apports de l'entreprise en termes évidemment de pouvoir d'achat et d'augmentation généralisée et constante du pouvoir d'achat, mais aussi en termes d'équipement des ménages, etc., apportaient énormément. Et dans le même temps, on n'avait pas conscience des impacts négatifs de l'entreprise. Les sujets, en particulier écologiques, étaient complètement invisible ou en tout cas n'était pas généralement partagé. Et donc il y avait finalement, on considérait assez peu les externalités négatives de l'entreprise par rapport à ses apports objectivement importants. Aujourd'hui, il y a une vraie bascule quand même, hein, depuis déjà pas mal d'années maintenant. Il y a une vraie bascule où on considère beaucoup plus ces conséquences négatives du monde de l'entreprise. Et donc forcément, on demande à l'entreprise de réparer d'une certaine manière ce qu'elle a pu causer. Tout ça, je le disais, dans un contexte dans lequel les contraintes à la fois politiques et budgétaires font que les États sont de plus en plus impuissants ou considérés comme tels, à tort ou à raison. Et donc, effectivement, on se retourne beaucoup vers les entreprises, euh, dont la responsabilité première reste naturellement leur business, hein, leur pérennité, leur croissance, leur rentabilité. Mais à cette responsabilité s'ajoute, et, et à titre personnel, je trouve ça légitime, la responsabilité des conséquences de leur activité sur leur environnement en général et la société, on va dire. Et donc, oui, il est légitime, normal, je crois qu'elles prennent en charge qu'elles assument cette responsabilité et qu'elles prennent en charge, à minima, la réparation des conséquences négatives de leur activité. Effectivement, donc tu l'as dit, il y a prise de conscience, il y a évolution réglementaire, hein, donc qui pousse les entreprises à Bien se sûr. mobiliser. Mais on se parle beaucoup de responsabilité, et est-ce qu'il y a des choses qui dépassent leurs responsabilités? Parce que si on leur Alors, demande de tout faire, oui, alors, il y a des choses qui clairement font partie de leur responsabilité, d'abord, hein, et je pense que la première responsabilité d'une entreprise, d'ailleurs, c'est, au fond, hein, notre première responsabilité d'une manière générale, c'est quand même à l'égard de ce sur quoi on a le plus prise. Et pour moi, en tant que dirigeant d'entreprise, ma première responsabilité, elle est à l'égard de l'interne. Faire en sorte que l'entreprise soit, au fond, un lieu d'épanouissement des collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils puissent s'accomplir, se réaliser dans leur travail quotidien. Ça veut dire leur permettre de fournir un travail de qualité qui soit légitimement fier au fond de ce qu'ils font, leur permettre d'avoir un travail qui fait sens. Qui les nourrit aujourd'hui, et c'est complètement légitime, hein, c'est presque un signe de maturité, j'allais dire, hein, les personnes demandent légitimement à trouver du sens dans leur travail. C'est plus simplement un devoir, j'allais dire, que l'on fait, que l'on accomplit sans y trouver une signification, une utilité. Et puis l'entreprise, pour moi, ça doit aussi être une safe place où chacun finalement peut être qui il est de manière
très libre et surtout très protectrice au fond. Ce sont tous les sujets notamment de diversité et d'inclusion, hein. Je crois que c'est vraiment important que chacun puisse s'exprimer, se sentir complètement lui-même au sein de l'entreprise. Ça, c'est sa première responsabilité. Je pense que la seconde, c'est à l'égard des clients de l'entreprise, hein, et faire en sorte d'avoir finalement de fournir produits ou de rendre un service qui répondent effectivement aux besoins des clients, ne pas vendre n'importe quoi à n'importe qui sous prétexte d'augmenter systématiquement son chiffre d'affaires et ses résultats, mais de s'assurer que oui, effectivement, on rend un service attendu et nécessaire aux clients, et tout ça, bien sûr, avec la plus grande qualité possible. Et puis ensuite, la troisième responsabilité, c'est celle de ses impacts sur son environnement. Alors, ça ne veut pas dire, et tu as raison, je te rejoins, que la responsabilité de l'entreprise est sans limite. Et en particulier, l'entreprise n'a aucune légitimité démocratique pour définir ce que serait l'intérêt général, définir ce qu'est le bien commun, et donc elle doit se cantonner d'une certaine manière aux impacts immédiats de son activité, à l'amélioration, et tant mieux si elle contribue à une amélioration positive de son environnement, mais en tout cas, elle n'a pas vocation à dire ce qu'est le bien commun ou à intervenir dans des politiques publiques qui dépassent largement son champ ou son domaine. De la même manière d'ailleurs que l'entreprise n'a absolument pas vocation, pour moi en tout cas, hein, à avoir une orientation politique ou à prendre part dans les grandes orientations qui reviennent d'État. Alors ça, c'est très intéressant. Je pense que ça fera même l'objet d'un prochain podcast parce qu'on avait vu aussi à un moment donné pas mal d'entreprises prendre position dans les derniers mouvements politiques qu'on a pu voir. Donc c'est intéressant aussi de savoir quel est le rôle de l'entreprise, quelle est sa place dans la société Mm. euh, en tant que leader d'opinion aussi. Donc ça, Oui, oui, bien c'est sûr. très intéressant. Alors, tu nous lises quand même beaucoup de responsabilités. Dans un contexte de crise économique, on entend tous cette phrase, c'est pas le moment. Et quand c'est pas le moment, quand vraisemblablement le business prend le pas sur la responsabilité, où est-ce qu'il faut arbitrer? Ben, j'ai assez longtemps pensé, en fait, quand j'ai pris mes fonctions au sein de la Maïf, il y a déjà plus de 15 ans, il y avait ce débat dans l'entreprise. C'est une entreprise qui, même si elle était beaucoup moins engagée à l'époque, c'est une entreprise qui a toujours été préoccupée par précisément sa responsabilité et par, on va dire, des considérations éthiques dans la manière de conduire son activité. Mais le débat était toujours posé à l'époque, précisément en termes d'opposition. Est-ce que essayer de faire les choses de manière éthique, pour reprendre ce terme, c'est pas aller à l'encontre de la performance. Et finalement, la manière dont était résolue cette contradiction, cette opposition, cette tension, c'était toujours par un arbitrage entre les deux, ce qui conduit inévitablement à des positions qui sont pas complètement satisfaisantes au plan éthique et pas complètement efficaces au plan de la performance de l'économie, de l'entreprise, pardon, que cette performance soit économique, soit commerciale ou autre. Euh, Ce que l'on a fait il y a une douzaine d'années avec mes équipes, c'est vraiment de renverser cette problématique et d'essayer de construire un modèle de business dans lequel les engagements de l'entreprise nourrissent la performance de long terme de l'entreprise. Et ne plus le vivre comme une contradiction, mais comme un moyen au service de la performance. Moi, je me sens responsable, évidemment, de la performance de mon entreprise, et donc, lorsque l'entreprise s'engage sur tel ou tel terrain, ça doit aussi contribuer à sa performance de long terme. Si je reprends les quelques exemples que je citais, d'abord en interne.
et notamment en termes de management. Euh, je me sens une responsabilité à l'égard des 10 000 salariés de mon entreprise sur le sujet effectivement de leur épanouissement. Quand on mesure l'impact que l'on peut avoir sur le bien-être ou le mal-être des collaborateurs, quand on est manager ou a fortiori quand on est dirigeant, je crois qu'on ne peut pas fuir cette responsabilité. Enfin, elle est trop importante pour fermer les yeux et être dans le déni. Et donc, on a mis en place un management qu'on appelle chez nous le management par la confiance, avec les sujets que je citais, la question du sens, la question de la qualité, la question des marges de manœuvre, c'est-à-dire donner le plus de marge de manœuvre possible aux collaborateurs, quel que soit son rôle dans l'entreprise et son niveau, j'allais dire. Bref, faire en sorte que effectivement les gens s'épanouissent réellement dans leur travail. Et le résultat, c'est que ça crée énormément de performances, parce que ça crée un niveau de motivation très largement supérieur, ça crée un attachement à l'entreprise et même une fierté d'appartenance qui sont beaucoup plus importantes, et donc un niveau d'engagement qui est lui-même beaucoup plus élevé, et qu'on peut mesurer, y compris quantitativement, hein, une baisse incroyable des arrêts de travail, par exemple. Donc ce sont tu vois, des éléments de performance qui sont réels. Si je prends l'exemple du service, de la qualité du service rendu au client et de la volonté de ne pas essayer de vendre n'importe quoi, mais uniquement des choses dont il a besoin. Ça crée un niveau de satisfaction extrêmement élevé et donc une fidélité à l'entreprise qui est extrêmement forte. Et ça se traduit en termes de performance, de diminution des coûts d'acquisition et au final de résultats. De la même manière, hein, les engagements écologiques très ancrés et désormais très anciens de la Maïf, bah, désormais sont connus et évidemment nourrissent la réputation de la marque, aussi bien d'ailleurs de la marque commerciale que de la marque employeur. Hein, nous, on n'a vraiment aucune difficulté pour recruter, au contraire. Et ça aussi, ça nourrit la performance. Donc on peut vraiment, je crois, aligner les planètes, hein, et faire en sorte que ces engagements soient pas simplement une source de coûts ou de contraintes supplémentaires, mais in fine, en tout cas à moyen terme, nourrissent réellement la performance. Donc effectivement, la Maïf, c'est des choix qui sont assez exigeants en matière sociale, environnementale. Euh, pour autant, là, quand on t'écoute, on a vraiment l'impression que plus qu'une question de moyens, c'est une question de gouvernance. C'est les décisions de dirigeants épaulées par des managers qui en font une politique et une culture d'entreprise. C'est vraiment une affaire de volonté. C'est vraiment une affaire de volonté et au-delà de la volonté du dirigeant ou après la volonté du dirigeant, c'est effectivement une affaire de culture. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se sente concerné dans l'entreprise. Je crois que ce qui est important, c'est que les engagements de l'entreprise sur ces différentes thématiques euh, ne soient pas à côté de son activité, mais vraiment au cœur de son activité. Il y a énormément d'entreprises hein, qui créent des fondations, qui versent des subventions au monde associatif, etc. C'est-à-dire qui consacrent une petite partie de leurs ressources à des actions qui sont très vertueuses, hein, que je ne critique pas, mais qui font ça à côté de leur business, à côté de leur activité. Je crois que ce qui est important, au contraire, c'est d'intégrer ça dans la chaîne de valeur et de faire en sorte que tous les salariés de l'entreprise se sentent concernés par le sujet. Et alors, pour peu qu'on allie ça à un management un peu participatif, chacun a l'occasion, à la fois dans sa pratique professionnelle quotidienne, mais aussi en proposant des initiatives nouvelles, de contribuer effectivement à cet engagement collectif. Donc, c'est d'abord, en effet, une affaire de volonté des dirigeants, mais ça doit être relayé par une culture généralisée dans l'entreprise. Nous, pour te dire jusqu'où on est allé, on a mis en place, il y a déjà pas mal d'années, ce qu'on a
un outil de pilotage de l'entreprise, finalement, qu'on appelle le quadriptyque. Le quadriptyque, c'est quoi? Ouais, quand on a une décision à prendre ou on suit une activité, on en mesure les résultats sur quatre axes différents. Évidemment, un axe de performance. C'est un peu le socle malgré tout, mais aussi trois axes complémentaires. Quel est l'impact de cette activité ou quel serait l'impact du projet que l'on envisage de conduire? Quel serait cet impact sur précisément l'épanouissement des collaborateurs? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est neutre? Quel serait l'impact sur la qualité du service rendu à nos sociétaires, à nos clients? Et quel serait l'impact sur l'environnement de l'entreprise, de la société en général, ou l'environnement au sens nature du terme. Et c'est vraiment notre outil de pilotage, c'est-à-dire que l'on cherche à cocher les quatre cases avant de prendre une décision. C'est même autour de ces quatre axes, ces quatre types d'indicateurs, qui est construit par exemple l'accord d'intéressement. Et donc, chacun se retrouve finalement intéressé à ce que le niveau de contribution de l'entreprise soit supérieur, le niveau de satisfaction du client soit plus élevé, le niveau d'épanouissement de ses collègues soit plus grand, etc. Et donc, forcément, comme ça devient un outil complètement partagé de pilotage et de choix, notamment des projets, c'est totalement imprégné dans la culture de chacun. Ouais. Alors, c'est extra. On va évidemment se parler un peu des profils expérimentés dans toute cette équation. Ouais. Est-ce que ces profils expérimentés, et qui soit dans des positions, on va dire, opérationnelles ou dans des positions managériales, est-ce que tu observes que c'est plutôt un atout pour porter ces engagements qui sont assez exigeants? Ou à l'inverse, tu observes qu'il y a certains dirigeants qui sont un peu plus frileux, qui ont une peur de la prise de risque, que ces indicateurs sont un peu flous versus des indicateurs très terre à terre comme le business. Est-ce que tu observes quelque chose par rapport à l'expérience dans ce mix qui est comment je rends mon entreprise plus durable? Ouais, écoute, tu parles d'expérience, moi je vais partir de la mienne. Donc je te le disais tout à l'heure, hein, ça fait plus de 15 ans que je suis DG de la Maïf. Euh, Quand je suis arrivé, jeune directeur général, en plus en n'ayant pas vraiment d'expérience du privé, moi j'étais à Bercy au ministère des Finances, donc un environnement complètement différent. Et précisément, étant peu expérimenté, qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'on fait généralement dans ces cas-là, c'est-à-dire que on essaye de coller à ce que l'on imagine être les canons d'un bon management d'entreprise. Les canons, c'est justement du côté de la performance, du côté de la productivité, etc., etc. Et au début, j'ai dirigé la Maïf comme souvent, hein, moins aujourd'hui sans doute, mais quand même, hein, on dirige une entreprise, c'est-à-dire de manière hyper classique, avec un management assez vertical. Alors pas spécialement autoritaire parce que c'est pas ma nature, mais extrêmement vertical, très hiérarchique. On donne un ordre, on vérifie les résultats, on sanctionne positivement ou négativement ces résultats. Enfin voilà, tout ça étant très descendant. Euh, et, euh, et ça naît au bout de quelques années, peut-être 3 ou 4 ans, 3 ans, que j'ai pris conscience qu'en fait tout ça, ça marchait, mais ça marchait pas si bien que ça et qu'on pouvait faire beaucoup mieux et beaucoup mieux pour tout le monde d'ailleurs, et y compris pour soi-même, hein, parce que ça permet d'avoir quand même un alignement entre ses valeurs et sa pratique professionnelle. Et donc, c'est plutôt avec une forme de maturité que j'ai compris effectivement qu'on pouvait faire les choses différemment, encore une fois au bénéfice de tout le monde et en retirant une performance collective encore plus importante. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la maturité venant
et d'expérience acquise euh, permettent d'abord de dépasser la vision un peu traditionnelle, classique, qui est encore beaucoup enseignée du management ou de la direction d'une entreprise. Ça permet de capitaliser sur tout simplement ce que l'on a vu qui fonctionnait ou qui ne fonctionnait pas. Ça permet de distinguer aussi euh, ce qui est ce qui n'est que tendanciel ou ce qui est structurel, ce qui n'est que le court terme, l'écume des choses, et ce qui est beaucoup plus profond. Je pense qu'on est beaucoup plus avec une forme de maturité, encore une fois, je pense qu'on est beaucoup plus attentif au temps long. Or, ça, c'est le genre de choses que l'on ne peut mettre en place que si on a conscience du temps long. Hein, si on est euh, bah, fondamentalement préoccupé par la résilience de l'entreprise et par sa performance de très long terme. Donc moi, j'aurais tendance vraiment à dire que des managers plus seniors euh, peuvent plus facilement accéder à ce genre de considérations. Donc l'expérience, c'est un bon allié de l'impact. Ouais, Alors qu'est-ce qu'on exactement. peut conseiller justement à ces leaders qui veulent agir, mais qui, on se parle de temps long, aujourd'hui on a l'impression tous d'être un peu piégés dans des systèmes plutôt court-termistes, Ouais. avec des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'il faut penser à demain, mais en résolvant de manière immédiate les crises d'aujourd'hui. Quels conseils tu pourrais donner pour planifier ces transformations, peut-être ne pas perdre de vue ce cap qui est essentiel? Le premier conseil, ce serait vraiment celui-là, hein, de pas négliger le temps long. Euh, Quand on, comment dirais-je, quand on élargit un peu l'horizon de temps, euh, c'est quand même en général une bonne manière de prendre les bonnes décisions aussi. Hein, enfin, moi, je pense que c'est assez essentiel d'avoir cette perspective un peu de long terme. Alors, je sais bien hein, que c'est compliqué dans un certain nombre d'entreprises dans lesquelles les actionnaires demandent des résultats immédiats avec une reddition des comptes au trimestre ou au semestre et un cours de bourse à défendre, etc. Et donc, il y a une pression de l'environnement en réalité, hein, qui ramène toujours sur des exigences de court terme. Je pense que le rôle d'un patron, c'est de résister à ce mouvement-là et vraiment d'inscrire les décisions dans ce temps long. Donc ça, c'est la première chose, moi, le premier conseil que je donnerais, élargir la focale et regarder plus loin. Euh, le second conseil, c'est de ne pas rester isolé. Ce sont des sujets qui sont difficiles malgré tout, qui parfois sont totalement contre-intuitifs. Il faut accepter effectivement un investissement qui va peut-être être conjoncturellement un peu coûteux pour parvenir à un résultat futur. Et si on est isolé, si on ne partage pas l'expérience de gens qui sont passés par là, qui l'ont fait et qui ont eu des succès, ou des échecs d'ailleurs, parce qu'on apprend aussi des échecs, c'est vrai qu'on va être vite rattrapé par la manière de penser générale et on va se rapatrier sur un management classique. Donc je crois il faut surtout ne pas rester isolé, essayer de partager. Tu as dit en introduction, je co-préside un mouvement qui s'appelle Impact France, qui est précisément un mouvement d'entreprise. Il y a 30 000 salariés, 30 000 entreprises aujourd'hui chez Impact France, absolument de toute taille. Hein, ça va de la petite PME de province au grand groupe international et parmi les plus grands groupes français. Donc ça veut dire que ça peut exister dans n'importe quel modèle, j'allais dire, hein, dans n'importe quel secteur, de toute taille, etc. Et un mouvement comme Impact France a un gros intérêt, c'est que précisément,
on peut partager des expériences avec ses pairs, que ce soit d'ailleurs dans la verticale d'un secteur donné ou de manière plus transverse avec d'autres dirigeants. Donc, donc voilà, moi les deux conseils que je donnerais, c'est ces deux-là, le sens du temps long et ne pas rester isolé. Et peut-être aussi un troisième pour spécifiquement pour les dirigeants eux-mêmes. euh, Parfois, il y a parce que ces sujets sont malgré tout encore relativement récents, sont pas hyper intuitifs, il peut y avoir parfois une forme de résistance, soit du management, soit même éventuellement du corps social. Et il faut absolument marquer, y compris de manière symbolique, la volonté irrépressible d'aller vers ça. Hein, c'est une décision qui doit venir du haut de l'entreprise. Et donc, il y a, je crois, au moins au début, pour initier tout ça et avant que ce ne soit partagé par l'ensemble de l'entreprise, je pense qu'il y a un sujet d'incarnation. Il y a un sujet de leadership hein, dans le fait de effectivement d'incarner et de faire en sorte que ces sujets, que chacun comprenne en réalité que oui désormais il faut faire avec et c'est dans cette direction qu'on va aller. Donc, créer une dynamique, créer des Exactement. alliances, créer des attelages aussi intergénérationnels, évidemment, hein. Ouais. S'appuyer sur des structures comme le mouvement Impact France, dont Hello Masters fait partie. Et c'est vrai que c'est Oui. des structures qui sont hyper riches parce qu'il y a des ressources, des méthodologies, des best practices aussi, donc on a pu observer dans toute taille d'entreprise. Donc, ça donne de bons repères pour les dirigeants qui auront envie de se lancer. Alors, on a beaucoup parlé de culture d'entreprise, d'organisation, de management, et ça tombe bien parce que la transformation du monde du travail, c'est au cœur de nos sujets. Dans le livre, on se parle de démocratie d'entreprise, de sens, de bien-être. Est-ce que est en marche une nouvelle révolution managériale qui sera plus sociale que technologique finalement? On se parle beaucoup de la révolution technologique aujourd'hui. On se Ouais, ouais. dit que finalement l'IA va rebattre les cartes au sein de l'entreprise, au sein de nos organisations. Est-ce que, en fait, la priorité, c'est pas plutôt la manière dont on va animer les collaborateurs au quotidien et que de nouveaux organes de gouvernance aussi pourraient naître au sein des entreprises pour piloter des projets stratégiques, des projets d'impact. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu observes aussi un mouvement qui serait plus lié là à un niveau organisationnel qu'à un niveau métier et qui pourrait être commun à plusieurs entreprises? Ouais, moi je suis convaincu de ça. Hein. On peut pas avancer efficacement dans une entreprise contre son corps social ou même sans son corps social. Et tu parlais de révolution technologique. Évidemment, le grand sujet qui bouleverse complètement et qui va bouleverser complètement les organisations et les entreprises, c'est l'IA générative. Euh, Moi, je crois à la nécessité absolue de lier les deux. Nous, à la Maïf, on a fait ce qu'on appelle une convention salariée sur l'IA générative, un peu à l'instar des conventions, de la convention climat ou la convention grand âge que le président de la République avait organisée, mais pas tout à fait sur les mêmes bases, je vais y revenir. On a organisé une convention salariée sur l'IA, partant du principe que l'IA, ça va bouleverser le quotidien de tout le monde. Et donc, il est complètement légitime d'associer les salariés à quelque chose qui va bouleverser leur manière de travailler, leur quotidien, etc. Et donc, on a tiré au sort une trentaine de salariés représentant de tous les métiers de l'entreprise, que l'on a réunis pendant 4 jours autour d'une question sur les conditions de déploiement de l'IA à la Maïf et les cas d'usage les plus pertinents.
Et moi, j'ai introduit cette convention en étant extrêmement clair sur les règles du jeu, c'est-à-dire en leur disant, bah voilà, vous allez formuler un certain nombre de propositions. Je ne peux absolument pas m'engager à ce que je retienne in fine ces propositions. Peut-être que certaines, je ne les retiendrai pas, peut-être que d'autres seront retenues mais différées. Et je vous dis ça pour deux raisons. D'abord parce que bah, la responsabilité finale de prendre telle ou telle décision m'appartient et vous n'avez pas à supporter le poids de cette responsabilité. Si ça s'avère être une erreur plus tard ou que sais-je, c'est à moi d'assumer cette responsabilité. Et puis l'engagement, en revanche, que je prends devant vous, c'est évidemment d'étudier chacune de vos propositions. Et si jamais telle ou telle n'est pas mise en œuvre, de revenir vers vous pour vous expliquer pourquoi. Parce que peut-être qu'il y a d'autres priorités, parce que peut-être qu'il y a des inconvénients qu'on n'aurait pas vus, ou d'autres solutions, ou que sais-je. Et, euh, et cette convention, ça a été un succès extraordinaire. D'abord, ça a permis de lever un certain nombre de peurs, de craintes. On a peur généralement de l'inconnu. Et là, le fait de rentrer dans le sujet, d'en voir exactement le contour, la manière dont les choses pourraient se passer, etc., bah, ça permet de lever les freins, de lever les craintes. Et non seulement de ce petit groupe de 30 personnes, ce qui n'aurait pas été beaucoup, mais évidemment par capillarité, bah, ils en ont parlé énormément, y compris sur les réseaux sociaux internes, etc. Tout ça a été très fortement relayé. Et du coup, c'est très apaisant pour l'ensemble du corps social. Et par ailleurs, ils ont fait une quarantaine de propositions extrêmement pertinentes. Alors certaines qu'on avait déjà dans le scope, d'autres pas du tout. Et donc c'est aussi un moyen d'enrichir la réflexion collective sur des sujets comme ça. Donc moi, je n'opposerai pas les deux. Je pense que les sujets managériaux et culturels sont vraisemblablement les plus importants parce que ce sont eux qui déterminent la réussite des autres. Évidemment, les sujets tech sont complètement essentiels, mais ne peuvent pas se faire, encore une fois, sans ou a fortiori contre le corps social. Donc l'adoption collective est la clé de tout projet de transformation, de toute façon, qu'il soit à Exactement, impact, exactement. technologique. Exactement. Et c'est un investissement, tu perds un peu de temps au début, mais tu en gagnes énormément après. Oui, puis de très bonnes idées doivent naître en plus de ce genre de session. Et par C'est ailleurs, très intéressant. typiquement sur l'IA, enfin, tu vois, les cas d'usage, et ce sont les gens qui sont sur le terrain, qui savent le mieux ce qui pourrait leur rendre service, les aider, leur faire gagner du temps, améliorer leur info, etc. Euh, Et ça, c'était un vrai sujet, là. On a passé tous quelques jours à Vivatech pour les ouais, plus chanceux d'entre nous. L'IA était évidemment la thématique principale de Vivatech, avec bah, une grande perspective qui était de dire maintenant comment on passe de l'IA qui sert à automatiser des tâches à l'IA qui nous fait gagner en valeur et qui adresse de nouveaux projets qui nous augmentent tous un peu. Et ça, c'est une vraie question, justement, pour lever les doutes autour des peurs qu'on peut avoir, où l'IA va nous remplacer, qu'est-ce qu'on va devenir. Bah, finalement, c'est un formidable outil, un formidable moyen pour faire avancer aussi des sujets qui sont structurants pour nos organisations. Bon. Parfait. Alors, j'avais une dernière question, mais j'ai quasiment envie d'y répondre à ta place. Donc, quand on dit faut-il arrêter de tout attendre de l'entreprise, point d'interrogation, bah, finalement, c'est le tout qu'on peut questionner, même si le champ de responsabilité semble extrêmement large, hein, avec tout ce que tu nous dis. Il y a certains périmètres qui ne sont pas de la responsabilité de l'entreprise. En revanche, je pense qu'on est quand même tous d'accord que nos sociétés sont contributrices à l'évolution de la société de manière générale et que souvent elles sont en avance de phase. Elles sont plus sensibles aux signaux faibles de la société et ont des capacités à déployer des chantiers de transformation qui sont parfois plus visibles, plus concrets que des théories ou des injonctions à une transformation globale qui semble assez futuriste, assez lointaine.
Et c'est intéressant de voir des organisations comme la Maïf, qui en a fait le cœur de sa stratégie d'entreprise, parce que là, on parle même plus de culture organisationnelle, c'est vraiment au cœur de la stratégie d'entreprise. Est-ce que ce modèle, il est duplicable dans toutes les entreprises? Est-ce que l'homme ou la femme providentielle, comme tu peux l'être dans ton organisation, parce que tu Sûr, ouais. portes et tu incarnes cette volonté aussi, et tu l'as dit, c'est quand même le socle, que la gouvernance soit parfaitement alignée avec cette volonté sur le long terme, qu'il faut tenir, hein. On le sait, quand on est chahuté, le long terme, bah, il est encore plus incertain que demain. Donc on a tous du mal à le tenir. Ça crée, en fait, je pense que des entreprises comme la Maïf et d'autres organisations créent des précédents, créent des rôles modèles. Et des organisations comme le Mouvement Impact France aussi peuvent donner des formes de toolkit pour aider chaque organisation enclencher ce type de transformation, ce type de chantier et surtout de le mettre au cœur de sa stratégie. Parce que, on l'a vu, effectivement, il y a des entreprises qui, entre guillemets, s'achètent un peu de conscience et ont des programmes qui sont très décorrélés de leur business initial. Et d'ailleurs, ils ont du mal à tenir sur le long terme, hein, on l'observe aussi. Mm. Écoute, merci Pascal. Si tu Merci avais à toi, Blandine. dans toutes ces réflexions, une conviction extrêmement profonde en une phrase, ce serait laquelle? Je suis dur en affaires là. Ah ouais, t'es dur en affaires. T'es dur en affaires. Je vais me réfugier derrière quelqu'un, tiens. Un dirigeant d'entreprise, d'ailleurs, indien, mais également auteur de bouquins qui s'appelle Vinit Nair, qui a écrit un bouquin dont le titre résume à lui tout seul tout ce qu'il y développe. Et alors, je partage complètement. Le titre de son bouquin, c'est Employees First, Customers Second. Et franchement, moi, j'ai la conviction profonde que, contrairement à la manière habituelle de voir les choses, où il faut être customer-centrique, le client premier, etc., en réalité, tout, et notamment la qualité du service qu'on rend aux clients, tout part du management et de la culture d'entreprise. Donc vraiment, si je devais ne retenir qu'une seule chose de cette expérience à la Maïf, ce serait Employees First. Et c'est un beau collectif, effectivement. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse répondre à quelques-unes de vos questions si vous en avez. Romain va également partager le lien vers le livre. C'est toujours bien parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc, il n'y a pas de questions. J'ai l'impression que cet épisode a été très, très clair. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir terminer cet épisode de Virage. Si on devait conclure, Employee First, le collectif, les organisations, des convictions aussi des directions qui sont tenues sur le long terme, le temps long, malgré des injonctions très court-termistes, et surtout, en fait, beaucoup d'optimisme pour l'avenir, je pense. Beaucoup de beaux chantiers qui ont fait leurs preuves, et surtout, au-delà d'avoir de l'impact pour la société, de voir que ces dispositifs-là, ils jouent aussi une carte performante pour les organisations. Donc, ils ne peuvent pas être décorrélés du business, et le business ne peut pas envisager d'être durable sans intégrer le long terme. Et si tu m'autorises à rajouter une chose, Bien sûr. je rajouterais de la sincérité dans la démarche. La démarche ne peut pas fonctionner si elle n'est pas profondément sincère et s'il n'y a pas une volonté réelle d'avoir un impact positif. Et cerise sur le gâteau, non seulement ça marche pour la performance de l'entreprise, non seulement ça marche pour l'épanouissement de tous dans l'entreprise, la satisfaction des clients, etc. Mais en plus de tout ça, ça permet pour soi d'avoir un alignement total entre, encore une fois, ses valeurs et sa pratique professionnelle. Et ça, c'est un confort, j'allais dire, qui n'a pas de prix en réalité. Ah, c'est sûr. Alors,
Désolée Pascal, on a une question qui est très Ah bah intéressante super. parce qu'on se l'est tous posée. Merci Antoinette. C'est ce fameux contexte où les problématiques diversité et inclusion sont un peu chahutées. Oui. Est-ce que on sent qu'elles sont fragilisées, notamment en Europe? Est-ce qu'il y a des tendances qui font que, notamment, il y a des départements entiers dans certaines entreprises qui sont consacrés à la diversité et inclusion? Est-ce que tu les vois disparaître? Est-ce qu'il y a des bouleversements que tu peux observer, des inquiétudes, même côté client, mais côté aussi interne? Alors, écoute, moi, j'échange avec pas mal de dirigeants, hein, et moi, ce qui me frappe, c'est plusieurs choses. Euh, D'abord, c'est une forme, effectivement, ah, très souvent quand même, d'assez grande sincérité des dirigeants sur ces sujets-là, et donc de volonté bah, de continuer quoi qu'il. C'est pas parce que il y a des gesticulations de l'autre côté de l'Atlantique qu'ils vont renoncer. Ceci étant, il y a quand même aussi, certains de ces dirigeants sont dirigeants de grandes boîtes très exposés aux États-Unis, parfois avec un actionnariat partiellement américain, et en tout cas un marché américain qui est extrêmement important pour eux. Et donc, oui, conjoncturellement, ils sont obligés d'être prudents et on a vu plein de boîtes, hein, notamment de grands groupes du CAC, réviser le wording, la manière dont ils s'expriment sur le sujet, etc. Mais je pense vraiment que c'est pour l'essentiel et peut-être même quasi exclusivement un changement d'apparence, j'allais dire, plutôt qu'un recul de fond. Moi, je suis Donc, très très ils continuent d'avancer, mais avec un peu ouais, plus de discrétion sur le sujet, mais pour exactement, autant, ils gardent leur plan d'action et ils ne changent pas du tout de philosophie sur des sujets qui restent très prioritaires. exactement. Effectivement, c'est ce qu'on a vu dans pas mal de médias et c'est plutôt une bonne nouvelle, Mm. parce que, encore une fois, la diversité et l'inclusion, c'est un gage de créativité, d'innovation et de performance. Ce n'est pas là uniquement pour remplir les rapports extra-financiers, mais ça marche aussi pour les rapports financiers. Écoute, merci beaucoup, beaucoup, Merci Pascal. à toi, Vous pourrez Blandine. retrouver ce replay de cet épisode de Virage bientôt en ligne sur Hello Masters et très bientôt. De nouvelles thématiques à aborder et nous reprendrons date pour les politiques et la place de l'entreprise vis-à-vis justement du débat politique qui nous paraît être un sujet très très intéressant. Bonne journée à tous. Merci Pascal. Merci, salut Blandine, au revoir à Au tous. revoir.